Ma mère a oublié de garder du dessert pour mon fils, Hugo, à Noël. Elle a dit qu'il ne l'avait pas mérité vu comment il s'était comporté. Les enfants de ma sœur, Mathilde, ont eu droit à une deuxième part. J'ai aidé Hugo à mettre son manteau et nous sommes partis. À 22h13, mon père, Robert, m'a envoyé un SMS, transfère le prêt immobilier demain. Je n'ai pas discuté. Je ne sais pas ce qui est pire qu'humilier son propre petit enfant pour faire passer un message, mais quoi que ce soit, mes parents y étaient probablement déjà. C'est une chose d'avoir des préférences. Je m'y suis habituée au fil des ans. Voir ma mère s'illuminer quand ma sœur arrive, ou entendre mon père appeler les enfants de mon frère, Marc, son véritable héritage. J'ai toléré les petites piques, les yeux levés au ciel quand je mentionnais quelque chose que Hugo faisait bien. La façon dont ils nous ignoraient dans le couloir comme si nous étions des visiteurs dans leur musée des petits-enfants en or. Mais ça, c'était délibéré. Ils m'ont toujours traité comme une expérience ratée. J'étais l'aînée, l'enfant tranquille qui s'est avérée être gênante. Je n'étais pas rebelle. J'ai juste commencé à dire non. J'ai arrêté de leur demander de se soucier de choses qui ne les intéressaient pas. Ils voulaient le contrôle. Je leur ai donné de la distance et ils ne me l'ont jamais pardonné. Ça a empiré après mon divorce. Je n'ai pas pleuré sur leur canapé ni imploré leur aide. J'ai déménagé, trouvé un emploi qui payait suffisamment et acheté ma propre maison. Ils ont détesté cette partie. Détesté qu'ils ne puissent pas me faire chanter avec de l'argent. Mon père a proposé d'inclure mon prêt immobilier dans le patrimoine familial. Il a dit que ça simplifierait les choses, mais je savais ce que ça voulait dire. Il voulait son nom sur l'acte de propriété. Il voulait le contrôle. J'ai poliment refusé. Depuis lors, il a traité mon indépendance financière comme une insulte. Mon frère Marc le voit. Il a même dit une fois, « Tu sais, tu es la seule qu'ils ne peuvent pas manipuler. C'est pour ça qu'ils agissent comme si tu étais invisible. » Et il a raison. Il ne fait pas partie du problème, mais il n'intervient pas toujours non plus. Noël a été la goutte d'eau. Nous sommes arrivés tôt, Hugo et moi, parce que Hugo avait aidé à faire la sauce aux érelles et voulait la montrer à ma mère. Elle a souri poliment, l'a à peine regardé, et l'a placé derrière son plat acheté en magasin sur le comptoir. Je n'ai rien dit. Je ne dis jamais rien. Le dîner fut le chaos habituel. Les enfants de ma sœur ont eu le premier choix pour tout. Mon père a ouvert un vin qu'il disait réservé aux adultes qui savaient l'apprécier, mais a ensuite versé un verre à la fille de ma sœur, âgée de 12 ans, parce qu'elle était mature pour son âge. Hugo a demandé pourquoi il n'y avait pas de purée cette année. Il n'était pas impoli, juste curieux, et ma mère a ri et a dit, parce que certaines personnes n'ont pas besoin de plus d'amidon. C'était dirigé contre lui. Je l'ai senti. Nous avons donc passé le dîner. Hugo était impatient pour le dessert. Il adore le cheesecake à la citrouille de ma mère. Il a même aidé à mettre les assiettes à dessert. Les enfants de ma sœur ont eu leur part en premier, bien sûr. De grosses parts. Ils en étaient déjà à la moitié quand le plateau est revenu vers ma mère. Hugo est resté là à attendre, souriant. Elle ne l'a même pas regardé. Elle a juste dit sans ciller qu'il n'avait pas mérité de dessert vu comment il s'était comporté. La pièce est devenue silencieuse une seconde. L'un des jumeaux de ma sœur a demandé une deuxième part. Il l'a eu. Hugo s'est tourné vers moi et a murmuré, « Ce n'est pas grave. » C'est ça qui m'a touché. J'ai pris son manteau, l'ai aidé à l'enfiler en silence, et je suis sortie. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas regardé en arrière. Nous sommes rentrés, je lui ai fait une tasse de chocolat chaud et je l'ai laissé manger les gâteaux de secours que nous avions fait la veille au soir. À 22h13, mon téléphone s'est allumé. Un SMS de mon père. Transfère le prêt immobilier demain. Ne sois pas en retard. Pas de questions, pas d'explications, comme si la soirée n'avait pas eu lieu. Je n'ai pas répondu, j'ai juste fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne à nouveau. Et je suis restée assise là à penser à toutes les fois où j'avais excusé ce genre de comportement, à tous les Noëls que j'avais laissés passer parce que c'est comme ça qu'ils sont. Mais voir mon fils être ainsi ignoré délibérément et sans raison. J'ai senti quelque chose en moi se briser.
J'ai transféré le prêt immobilier le lendemain matin, mais pas comme il s'y attendait et certainement pas à son avantage, parce que s'ils voulaient me couper, ils allaient découvrir ce que cela signifiait vraiment. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux le lendemain. Pas un SMS, pas un appel pour demander si Hugo allait bien. C'était comme si rien ne s'était passé. Mon père a eu son précieux transfert de prêt immobilier et dans son esprit, cela signifiait que tout était réglé. Ma mère a posté des photos de la table du dîner en ligne avec des légendes sur la famille, la gratitude et l'amour. L'amour. Le mot m'a presque fait rire. Cette nuit-là, je n'arrêtais pas de revoir le regard d'Hugo quand elle lui a dit qu'il n'avait pas mérité de dessert. La façon dont il l'a accepté, calme et poli, comme s'il savait déjà que discuter ne changerait rien. Je pense que c'est le moment où j'ai arrêté de leur trouver des excuses. 2 jours plus tard, Hugo avait un match de football. Marc est venu, comme toujours, avec sa plus jeune fille. C'est le seul de ma famille qui est toujours là pour nous, même quand il n'est pas obligé. Après le match, quand les enfants sont partis se courir après, il a finalement demandé ce qui s'était passé à Noël. Il a dit que maman avait dit à tout le monde que Hugo avait mal agi et qu'elle lui apprenait le respect. Je lui ai demandé s'il y croyait. Il a juste secoué la tête. Il a dit qu'il avait vu la façon dont elle parlait à Hugo avant et qu'il ne croyait pas à sa version une seule seconde. Puis il a dit quelque chose qui m'a prise au dépourvu, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse. » Pas « ce qui s'est passé », pas « comment puis-je aider », mais « que veux-tu que je fasse ?» Cela sonnait comme s'il avait déjà décidé de prendre mon parti. Il attendait juste des instructions. Je lui ai dit la vérité. J'en avais marre. Marre de la culpabilisation, des cordons de la bourse, du semblant. J'ai dit que je voulais couper les ponts complètement, même si cela signifiait renoncer au patrimoine familial. Marc n'a même pas scié. Il a dit qu'il comprenait. Il m'a dit que sa femme et lui avaient remarqué comment maman et papa agissaient envers moi et Hugo depuis des années, mais qu'il ne voulait pas s'immiscer. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'immiscer, juste à arrêter de les protéger des conséquences. Cette nuit-là, pendant que je mettais Hugo au lit, mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. C'était une photo des enfants de ma sœur souriant, fourchette à la main, brandissant le reste du cheesecake comme des trophées. En dessous, elle avait écrit « La prochaine fois, peut-être que Hugo méritera une part ». J'ai fixé ça pendant 1 minute entière, essayant de décider si elle essayait d'être cruelle ou si elle pensait vraiment que c'était drôle. Dans tous les cas, cela n'avait pas d'importance. Je n'ai pas montré ça à Hugo. J'ai supprimé la photo et bloqué son numéro pour la nuit. Le lendemain matin, j'ai appelé Marc. Je lui ai dit que je voulais me retirer de tout ce qui était lié à nos parents, le compte fiduciaire, les placements familiaux, le lien hypothécaire, tout. S'ils voulaient agir comme si je n'appartenais pas, alors ils allaient découvrir ce que cela signifiait vraiment. Il a accepté sans hésitation. Il a dit qu'il avait parlé à l'avocat de la famille et qu'il officialiserait les choses. J'entendais le poids dans sa voix. Pas de la pitié, mais une finalité. Au milieu de la semaine, mon père a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu une seule fois. Le message vocal qu'il a laissé semblait répété, comme un mélange de déception et de contrôle. Il a dit qu'il avait remarqué des mouvements dans les comptes et qu'il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de malentendu. Il n'y avait pas de malentendu. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement lucide. J'ai ouvert mon ordinateur portable cette nuit-là et j'ai commencé à tout écrire. Chaque petite chose qu'ils avaient faite pour me rabaisser ou rabaisser Hugo. Chaque commentaire perfide déguisé en conseil. Chaque fois où on m'avait dit que j'étais trop sensible, trop froide, trop ingrate. Je ne l'écrivais pas pour eux. Je l'écrivais pour ne jamais oublier pourquoi je faisais ça. Noël n'était pas seulement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'était la preuve dont j'avais besoin. Ils pensaient que j'allais l'avaler encore, faire semblant que tout allait bien. Me présenter à Noël en souriant comme toujours. Mais pas cette fois. Cette fois, je n'allais pas être gentille. Environ 1 semaine après Noël, ma mère a envoyé un de ses emails de groupe classique, objet, plan de Noël, avec suffisamment de points d'exclamation pour que cela ressemble à une célébration plutôt qu'à un contrôle des dégâts. Elle a tout énuméré comme si rien ne s'était passé. Qui apportait quoi,
à quelle heure le dîner serait servi. Comment elle voulait que tout le monde porte des pulls assortis cette année pour l'unité familiale. Aucune mention d'Hugo. Aucune mention de ce qu'elle lui avait dit. Aucune reconnaissance que nous étions partis. Elle a signé avec des absurdités sur le fait de laisser tomber les tensions passées et de prendre un nouveau départ pour le bien des petits-enfants. C'était sa version des excuses, se présentant comme la pacificatrice tout en balayant sa cruauté sous le tapis. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. 2 jours plus tard, Marc m'a appelé, il a dit qu'il avait rencontré l'avocat de la famille, exactement comme nous en avions parlé. Le patrimoine pouvait être divisé. Techniquement difficile, mais pas impossible. Nous aurions chacun le contrôle de nos parts, et une fois la mienne transférée, mes parents n'auraient plus leur mot à dire sur la façon dont je l'utiliserais. J'ai dit oui sans y penser à 2 fois. Marc a hésité. Il a dit qu'il voulait que je sache que papa était déjà au courant. Il avait eu vent de la demande par le cabinet. Apparemment, papa avait appelé l'avocat personnellement et avait essayé de retarder les documents. Il avait dit que j'étais émotive et que cela passerait si elle se calmait. Il m'a traité d'émotive. C'était sa défense, comme si tout cela n'était qu'hormones et mesquinerie et non plus de 30 ans à être traitée comme une fille de seconde zone. Marc m'a envoyé une copie de l'email. Mon père l'avait mis en copie, mais pas moi. Il y disait, Laura est instable en ce moment. Veuillez ne pas prendre de mesures irréversibles basées sur une explosion temporaire. J'ai lu cette phrase 3 fois. Il n'a pas dit que j'étais blessée. Il n'a pas dit que j'avais raison. Il a dit que j'étais instable. J'ai ruminé cela pendant un moment. Plus tard dans la nuit, Marc m'a envoyé un SMS et m'a demandé à nouveau, « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» J'ai répondu par SMS, « Absolument, et ne le fais pas seulement pour moi. Fais-le pour que tes enfants ne grandissent pas en pensant que c'est normal. » Il n'a pas répondu pendant quelques minutes. Puis j'ai reçu, « Nous n'allons pas à Noël non plus. » C'est là que ça a commencé à changer. Je n'étais plus seulement la fille difficile. J'étais celle qui avait enfin brisé le sort, mais bien sûr, mes parents ne l'ont pas lâché. Ma mère a essayé d'appeler 3 fois en une journée. Je les ai toutes ignorées. Elle a finalement envoyé un SMS qui disait, « Je ne sais pas quel genre de mensonge Marc te raconte, mais tu le laisses détruire cette famille. » Mensonge. Détruire. Classique. Pas d'aveu, pas de responsabilité, juste une tentative désespérée de contrôler le récit. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai juste transféré à Marc, qui a répondu par une seule ligne, elle a peur. Elle devrait l'être. Ma sœur m'a envoyé un message ensuite. Elle a dit que maman agissait bizarrement et n'arrêtait pas de pleurer dans la cuisine, et que papa faisait les 100 pas comme s'il se préparait à la bataille. Elle a demandé ce qui se passait réellement et a dit qu'elle espérait que nous n'exagérions pas à propos de cette histoire de dessert. Je lui ai posé une question, « As-tu vu ce que maman a fait à Hugo à Noël ?» Elle n'a pas répondu. « As-tu vu le regard sur son visage ? As-tu seulement demandé pourquoi nous sommes partis tôt ? » Toujours rien. J'ai laissé. Elle n'a plus envoyé de message depuis. Quelques soirs plus tard, juste après le dîner, quelqu'un a frappé à la porte. Il faisait presque nuit. Hugo finissait ses devoirs à table. J'ai regardé par le Judas. C'était mon père. Je n'ai pas ouvert. Il a frappé à nouveau, plus fort cette fois. Je suis restée là à le regarder se décaler, frustrée, par habituée à être ignorée. Hugo a demandé qui c'était. J'ai dit, personne d'important. Et je le pensais. Pour la première fois de ma vie, je ne le disais pas seulement par colère. Je n'essayais pas de me convaincre. J'avais enfin cessé d'avoir besoin de quoi que ce soit d'eux. Et cela les terrifiait plus que tout au monde. Au moment où la semaine de Noël est arrivée, j'avais supposé qu'ils abandonneraient. Ils avaient essayé la culpabilité, le contrôle, le silence, même l'humiliation publique. Je pensais que peut-être, quand rien de tout cela ne fonctionnerait, ils laisseraient enfin tomber. Ils ne l'ont pas fait. Le matin du 21 décembre, on a frappé à ma porte. Courrier recommandé. C'était une épaisse enveloppe avec le nom de mon père sur l'adresse de retour, non manuscrite, imprimée.
À l'intérieur se trouvait une copie d'une lettre de leur comptable, agrafée à une note tapée par mon père. La lettre portait sur la division de mon trust et les graves complications fiscales qui peuvent découler de décisions motivées par l'émotion. En gras, nous déconseillons fortement les actions soudaines qui pourraient affecter les biens familiaux et le capital à long terme. J'ai lu tout cela dans ma cuisine pendant que Hugo était assis à table, collant des morceaux de feutre pour un projet scolaire. Je n'ai rien dit. J'ai juste plié la lettre, les remises dans l'enveloppe et les jeté à la poubelle. Il pensait toujours que je bluffais, que s'ils faisaient traîner les choses assez longtemps, s'ils exerçaient juste la bonne quantité de pression financière, je céderais. Mais il poussait trop fort, et pire, il me sous-estimait. J'ai envoyé une photo de la lettre à Marc. Il a appelé 5 minutes plus tard. Il n'a pas pris la peine de parler de choses et d'autres. Il a juste dit, il y a quelque chose que tu dois voir. Il m'a envoyé un scan d'un document que je n'avais jamais vu auparavant, un vieil amendement à l'accord de la Maison du Lac. C'était la propriété qu'ils avaient rénovée en une grande résidence secondaire. Apparemment, il y a 10 ans, quand je les avais aidés avec une partie de l'apport, ils m'avaient ajouté comme co-signataire partiel. Temporairement, avait-il dit, mais personne n'avait jamais retiré mon nom, et ils avaient oublié. Marc avait vu les documents en aidant à son propre refinancement. Et c'est là que ça l'a frappé. Si j'étais toujours sur l'acte de propriété, il ne pouvait rien faire d'important avec la Maison du Lac. La vendre, la louer, transférer la propriété sans mon consentement écrit. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, ils essaient de la louer à une entreprise cet été. Beaucoup d'argent, genre 5 chiffres par mois. C'est déjà en pourparlers. J'étais silencieuse. Non pas parce que j'étais surprise qu'ils essaient d'en tirer profit, mais parce qu'ils n'avaient jamais dit un mot, aucune mention, aucun avertissement de courtoisie, pas même une fausse offre de me faire participer. Il a demandé, « Tu veux bloquer ça ?» J'ai dit, « Absolument. » Il m'a envoyé les coordonnées de la société de gestion immobilière, et je leur ai envoyé un relevé de propriété partielle et une copie de l'acte original. Je leur ai fait savoir que je n'autorisais pas l'utilisation commerciale et que je ne signerais aucun accord. 2 jours plus tard, ma mère a appelé 6 fois de suite. Je n'ai pas décroché. Puis elle a laissé un message vocal. Ça a commencé calmement. Puis ça ne l'a plus été. Elle a dit que je sabotais les objectifs financiers de la famille. Que Hugo devait pas prendre sa place. Que si je continuais à pousser, je le regretterais. Puis elle a dit la partie qui a verrouillé tout ce que j'avais besoin d'entendre, « Tu as de la chance que nous n'ayons pas dit pire. » Il a dépassé les bornes. Et vous devez tous les deux apprendre un peu d'humilité. Elle l'a admis. Enfin. Elle n'était pas désolée. Elle se sentait justifiée. J'ai transféré le message vocal à Marc. Aucun commentaire. Je l'ai juste envoyé. 1 heure plus tard, il m'a envoyé un SMS. C'est officiellement terminé. Et puis quelque chose que je n'avais pas prévu s'est produit. Le lendemain soir, Marc et sa femme sont venus. Avec tous les cadeaux de Noël que nos parents avaient déposés pour leurs enfants, encore emballés. Ils les ont posés sur le sol de mon salon. Marc a dit, s'il traite ton enfant comme un étranger, il ne gâche pas le mien. Nous les avons ouverts ensemble. Ma nièce et mon neveu ont joué avec Hugo comme si de rien n'était. Ils ont ri, partagé, ont pris des tours. Pas de tension, pas d'explication gênante. Hugo a ramassé une boîte étiquetée pour notre petit-fils parfait et m'a regardé. J'ai hoché la tête. Vas-y. À l'intérieur se trouvait un drone télécommandé, flambant neuf, haut de gamme. Il a levé les yeux vers Marc, surpris. Marc a juste souri et a dit, « Je suppose qu'il a trouvé le bon enfant après tout. » Plus tard cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Marc m'a dit autre chose. Il a dit que papa l'avait appelé, en colère, froid et paranoïaque. Il a demandé si j'étais mentalement stable. Il a demandé si Marc pensait que j'avais besoin d'une intervention. Marc lui a dit non, que j'étais la personne la plus stable de la famille. Puis il lui a dit de ne plus appeler. Je suis restée dans ma cuisine, les bras croisés, regardant la neige commencer à tomber dehors. Je me sentais calme, stable pour la première fois depuis des années. Mais je savais que ça ne durerait pas.
Il n'était pas habitué à perdre. Et je le sentais. Quelque chose de plus grand allait arriver. Je ne m'attendais juste pas à ce que ça arrive le jour de l'anniversaire de mon frère. L'anniversaire de Marc tombait le 7 janvier, et pendant des années, c'était le seul rassemblement familial qui semblait un tant soit peu authentique. Pas de jeu, pas de discours, pas de commentaires en aparté sur qui avait apporté quoi ou quel enfant était le plus poli. Juste des pizzas, un gâteau et des gens qui se détendaient en jogging au lieu de faire semblant d'être une carte de Noël. Cette année, Marc a dit qu'il ne faisait rien. Pas de dîner, pas de rassemblement. Il a dit qu'il voulait juste que les choses restent calmes. Je lui ai dit que nous passerions avec des cupcakes, rien de grand. Il a dit que cela semblait parfait, mais nos parents avaient d'autres plans. À 17h41 ce jour-là, alors que Hugo et moi étions à mi-chemin de la maison de Marc avec un plateau de cupcakes confettis, j'ai reçu une notification sur mon téléphone, un nouveau message sur Facebook de ma mère. C'était une photo de la maison du lac, entièrement décorée, des guirlandes lumineuses, une grande bannière joyeux anniversaire, et 2 longues tables couvertes de nourriture. La légende disait, fête surprise pour notre fils incroyable. Nous ne pouvions pas laisser passer la journée sans célébrer l'homme qui unit notre famille. Elle a tagué Marc. Elle a tagué sa femme, Chloé. Elle a tagué leurs 3 enfants. Il ne m'a pas tagué. J'ai appelé Marc. Il a décroché à la première sonnerie et a dit, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il ne lui avait rien dit. Il n'avait pas dit à sa femme. Il n'avait même pas demandé s'il le voulait. Ils ont juste organisé une fête et l'ont annoncé en ligne, supposant qu'ils pouvaient encore nous forcer tous dans un même espace et faire semblant. Quand nous sommes arrivés chez lui, il était furieux. Son téléphone débordait de messages d'amis de la famille qui avaient déjà RSVP ou qui demandaient à quelle heure se présenter. Sa femme essayait de tenir bon pour les enfants qui venaient de réaliser qu'il y avait une fête et qu'ils n'avaient pas été invités par leurs propres grands-parents, juste publiquement déclarés comme invités. Marc a fait les 100 pas un peu, puis m'a regardé et a dit, « Allons-y. » J'ai demandé, « Où ?» Il a dit, « À la fête. » Nous ne la gâchons pas. Nous la revendiquons. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse réellement. Mais 20 minutes plus tard, nous sommes arrivés devant l'allée de la maison du lac. Hugo est resté dans la voiture avec ses cousins à regarder un film. Marc leur a dit que nous reviendrions tout de suite. L'endroit était bondé. Les voitures tapissaient l'allée. La musique était douce et discrète. Quelque chose d'une playlist que ma mère avait probablement étiquetée événement familial. J'ai reconnu quelques parents éloignés, un couple de voisins et une des amies du club de vin de ma mère près du patio. Ma mère nous a vus en premier. Son visage a eu cette étrange lueur, choc, puis joie, puis inquiétude. Elle a ouvert la bouche, probablement pour dire quelque chose d'excessivement doux et faux, mais Marc l'a devancé. « Pourquoi as-tu posté une fausse fête en ligne et fait croire que je l'avais organisée ?» Elle a cligné des yeux, puis a regardé au-delà de lui vers moi. Nous voulions te faire une surprise. Il a fait un pas en avant. Tu n'as pas le droit de m'utiliser pour organiser une tournée de rédemption familiale juste parce que tu as foiré avec Laura et Hugo. Ce n'est plus comme ça que ça marche. Mon père est apparu derrière elle, silencieux, fixant. Marc s'est tourné vers la foule assez fort pour attirer l'attention. Ce n'était pas mon idée. Et si certains d'entre vous sont venus ici en pensant que c'était un véritable événement familial, vous avez été induits en erreur. Les gens avaient l'air confus. Quelques-uns ont murmuré. Quelqu'un a ri comme si c'était une blague. Ma mère a essayé de le couvrir. Nous voulions juste que tu voulais une séance photo. Il a dit, tu voulais un bouton de réinitialisation, mais cette famille n'est plus entière, et si tu continues à faire semblant, tu te retrouveras seul à des tables que tu as dressées pour des gens qui ont arrêté de venir il y a des années. Nous sommes partis, nous nous sommes juste retournés et sommes retournés à la voiture. Sur le chemin du retour, Hugo a demandé si la fête était bizarre. J'ai dit, oui, elle l'était, mais nous ne sommes pas restés longtemps. Plus tard cette nuit-là, vers 23h30, j'ai reçu un message. Ma mère encore, tu détruis cette famille. Es-tu heureuse maintenant ? Tu as monté Marc contre nous. J'espère que ton amertume en valait la peine. Je n'ai pas répondu,
mais Marc l'a fait. Il a répondu sur le fil de discussion de groupe dont elle n'avait pas réalisé que nous faisions toujours partie. Il a dit, si jamais tu parles encore à Laura de cette façon, tu seras coupé définitivement de nous, du trust, des petits-enfants. C'était ta dernière chance d'agir comme un parent. Tu as échoué. Elle n'a pas répondu. Mon père non plus. Mais je savais ce qui allait suivre. L'argent, le trust, la vraie douleur, parce qu'elle venait de perdre le contrôle. Et cela signifiait que la vraie tempête était sur le point de frapper. Cela a commencé doucement, comme toujours avec eux. Avant les supplications, avant la honte. 3 jours après l'implosion de la fête d'anniversaire de Marc, je me suis réveillée avec un email de l'administrateur du trust. Objet, signature d'amendement du trust terminé. Je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir. Je savais déjà ce que cela signifiait. Marc l'avait fait. Il était allé jusqu'au bout. Quand j'ai lu le contenu, tout était là noir sur blanc. Le trust avait été formellement divisé. J'étais maintenant la seule contrôleuse de ma portion, complètement séparée de mes parents. Leur accès aux biens partagés était supprimé. Et au bas du document, une clause inattendue de plus, à compter de cette date, les bénéficiaires Robert et Diane James sont retirés des futurs versements à la discrétion du cofiduciaire. Marc ne m'avait pas seulement aidé à partir. Il les avait coupés. Pas un avertissement, pas un gel temporaire, une frontière légale définitive. Je l'ai appelé. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je n'ai rien dit tout de suite. Il a juste dit, ils seront à ta porte avant le coucher du soleil. Sois juste prête. Il avait raison. À 16h17, on a frappé à la porte. Pas frénétiquement. Un coup, puis rien. J'ai regardé par le Judas. Qui sont mes parents? Debout là comme des étrangers. Pas sur le porche, ne s'approchant même pas de la porte, juste sur le trottoir comme s'ils n'étaient plus sûrs d'y appartenir. J'ai ouvert la porte d'entrée, mais je ne suis pas sortie. Ma mère a souri comme si nous jouions encore à un jeu. Elle a dit, on peut parler 1 minute? J'ai dit, à propos de quoi? Mon père a finalement parlé. C'est la famille. La famille ne règle pas les choses par l'intermédiaire d'avocats. Je lui ai dit que c'était drôle venant d'un homme qui utilisait des contrats et des prêts immobiliers comme des armes. Ma mère a fait un petit pas en avant. Nous voulons juste trouver un moyen de revenir. Nous ne voulions pas que les choses aillent si loin. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire alors quand elle a dit à mon fils qu'il n'avait pas mérité de dessert. Quand elle m'a raillé dans des emails. Quand elle a utilisé l'anniversaire de mon frère pour organiser une remise à 0 de son image publique. Elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé la voix et a dit, nous nous excuserons auprès d'Hugo. Nous sommes prêts à admettre que nous avions tort. J'ai attendu. Rien d'autre. Pas de véritables excuses. Pas d'appropriation. Juste une offre d'en faire une. J'ai dit, nous n'avons plus besoin de ça. Vous êtes une leçon, pas un héritage. Et j'ai fermé la porte. Pas de cris, pas de menaces, juste la fin. Cette nuit-là, elle a envoyé un long email. 5 paragraphes de mélodrame. Elle a écrit sur le pardon et combien elle se sentait blessée et comment la famille devait rester unie. Elle a affirmé que Marc était manipulé par moi. Elle a dit que nous volions leur avenir. Puis dans la dernière phrase, elle a écrit « Vous regretterez cela quand nous serons partis ». Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à Marc. Il a répondu 10 minutes plus tard, avec effet immédiat. J'ai supprimé leur accès au fonds de prévoyance. Ils sont complètement exclus du trust. La distribution finale sera émise d'ici le prochain trimestre. Et puis c'est fini. J'ai juste fixé ce message. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai ressenti quelque chose de plus lourd. Une conclusion. Ce n'était pas propre. Ce n'était pas triomphant. C'était juste réel. Quelques jours plus tard, Marc nous a invités. Juste lui, sa femme, les enfants et nous. Hugo a aidé à faire des barres au citron, son dessert préféré. Quand nous sommes arrivés, Marc était déjà en train d'installer le jardin avec des guirlandes lumineuses et des chaises de jardin.
Ce n'était pas une célébration. C'était juste la paix. Pendant le dîner, les enfants ont fait leur propre table avec des couvertures et des oreillers dans le salon. Pas de règles, pas de raideur, juste des rires et des miettes partout. À un moment donné, Marc a levé son verre et a dit doucement, « À choisir la paix même si cela nous coûte du sang. » Tout le monde a trinqué, même Hugo avec son jus. Après le dîner, nous nous sommes assis dans le jardin à écouter les enfants rire dans le noir, attrapant des lucioles. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. 2 appels manqués de ma mère. Pas de message vocal. C'était sa dernière tentative. Pas de mots, pas de véritables excuses, juste le silence et l'attente. Je n'ai pas rappelé parce que pour la première fois, ce n'était pas nous qui attendions d'être aimés. C'était nous qui avions tourné la page. Et c'était la vraie vengeance. Nous n'avions plus besoin d'eux. Les semaines qui ont suivi ont été étrangement calmes. Plus de mais, plus de messages vocaux, plus de visites surprises, juste le silence. Le genre de silence qui ne vient que lorsque les gens réalisent qu'ils ont vraiment perdu le contrôle. Je m'attendais à moitié à ce que ma mère tente une dernière manipulation, peut-être par l'intermédiaire d'un cousin éloigné ou d'un ami commun, mais rien n'est jamais venu. Hugo n'a pas posé de questions sur eux, pas une seule fois. Il a passé ses après-midi à m'aider à repeindre la chambre d'amis, riant quand il plongeait accidentellement son coude dans le bac à peinture. Il a parlé de l'école de football, de la nouvelle série de livres que la fille de Marc lui avait fait découvrir. La vie a continué, simple et sans fardeau. Un soir, je me suis assise sur le porche avec une tasse de thé, regardant Hugo et les enfants de Marc dessiner des monstres à la craie sur l'allée. J'ai pensé à tout le bruit que mes parents faisaient autrefois dans mon esprit. Comment chaque décision, chaque moment était autrefois accompagné de la pression invisible de ce qu'ils penseraient, de ce qu'ils diraient. Et maintenant, pour la première fois, le silence n'était pas lourd. C'était la liberté. Peu importait s'ils comprenaient ce qu'ils avaient perdu. Ce qui importait, c'est que j'avais arrêté de leur demander de le faire.